J'ai découvert les photos de Roger Kasparian dans un article de Libération. Je regrette effectivement de ne pas l'avoir connu à l'époque. Parce qu'au fond, ce que j'aime dans les photos qu'il fait, c'est qu'elles représentent la réalité de l'époque. Ces photos racontent l'époque telle qu'elle était. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Roger Kasparian réussit à capter les prémices de ce qui deviendra l'espèce de mémoire collective musicale des 50 prochaines années. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changin'. Toute cette histoire n'est qu'une succession des coups du destin. Alors ça démarre jeudi, sur la brocante de la place de la Bourse. On voit un monsieur arriver vers nous. Et ce monsieur nous dit « J'ai des choses à vendre. Est-ce qu'éventuellement, vous, les disques pourraient vous intéresser ?» Je lui ai dit « Écoutez, ouais. » Donc on se dit qu'on va aller le voir, mais allez, au mieux, on va trouver un disque de Johnny Hallyday, si on a de la chance, un disque de Jacques Dutronc. Mais on semblerait plutôt aller vers des disques de Claude François, des Compagnons de la chanson ou de Mireille Mathieu. Enfin bon, c'est des idées préconçues, mais voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a vécu le truc. Donc on commence à regarder les disques jusqu'au moment où je tombe sur un disque d'un chanteur que, à mon avis, peu de gens connaissent aujourd'hui, qui s'appelle Bob Ascloff. Et c'est à ce moment-là que ce monsieur me dit c'est moi qui ai fait la photo de la pochette. Ah bon, vous avez fait la photo de la pochette, mais vous avez fait d'autres photos peut-être? Oui, j'ai fait des photos, mais je sais pas où c'est rangé. C'est quelque part, là, à l'étage. Alors, ça fait 40 ans que c'est rangé. Et il redescend un quart d'heure après, il me tend une boîte sur laquelle il y a marqué jazz. Et en fait, la première photo que je vois apparaître dans cette boîte, c'est un portrait en contre-jour de John Coltrane, voilà, qui est celui-ci. Donc, suivi de celui-ci, et je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous savez qui c'est, ça? Il me répond, ouais, mais je me rappelle, il faisait du jazz, celui-là, il se marrait jamais, quoi. Je dis, ouais, non, mais évidemment, Coltrane, enfin, je connais pas beaucoup de photos où on voit Coltrane souriant. Et je commence à dérouler la boîte, et là, je vois Coltrane, je vois Thelonious Monk, je vois Ella Fitzgerald, je vois Don Cherry, je vois Duke Ellington, je vois Ray Charles. Et en fait, je vois toute la scène jazz ayant joué à Paris dans les années 60, immortalisée sur ces images. Je me dis, c'est juste incroyable. Don't make me over. Now that I do anything for Et on se revoit 2-3 jours après. Et là, on se retrouve avec des sacs en plastique remplis de tirages originaux où on retrouve du Sylvie Vartan, du Johnny Hallyday, du Eddie Mitchell, du François Hardy, du Dutronc, du Gainsbourg de nouveau, la scène anglaise notamment, quelques négatifs des Beatles. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce gars-là mérite vraiment d'être montré, d'être connu et reconnu, donc on va s'atteler au truc. On peut toujours pas rentrer. Alors ça, c'est toute une époque. C'est tous les gens par Kasparian. Claude François, Sheila, Johnny, Eddie Mitchell, Françoise Hardy. Qu'est-ce que c'est que ça?
Moins 20, bah tiens, c'est les Beatles par mois. Et non par mois par les Beatles. Par Guy Valéry, photographie Roger Kasparian. C'est moi. Etc., etc. J'avais 22 ans. C'est mon père donc qui a commencé la photo. Moi c'est pas tellement une vocation. C'est un truc que j'ai hérité de mon père en fait. J'ai toujours fait de la photo, pas dès la naissance mais presque. On jouait avec les rouleaux de pellicule. Vous voyez, c'était toujours. En fait, pour moi, c'est pas une vocation. Je suis photographe de naissance. On allait sur les chantiers, on photographiait les manœuvres, etc. Après, on revenait avec les photos, on leur vendait. Après, on s'est mis à faire des mariages, etc. Et j'ai fait ça jusqu'au service militaire. Et c'est après le service militaire, j'ai voulu voir autre chose. Et le hasard m'a mis sur ces jeunes qui débutaient en même temps que moi. Quand j'ai commencé, moi, je suis allé au musée du Louvre. J'ai été voir ce que faisaient les peintres hollandais, vous voyez, sur fond noir, avec des clairs-obscurs, etc. Et c'est là, parce que quand vous vous trouvez en face de quelqu'un, comme Sylvie Vartan, François Hardy, etc., il faut leur faire faire quelque chose. Ils ont l'impression que vous savez ce que vous allez faire. Et au début, c'était pas évident, mais comme eux, ils n'avaient pas plus d'expérience que moi, ils s'en apercevaient pas. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est l'importance de l'image à cette époque-là. C'est-à-dire que les gens écoutaient à la radio, bien sûr, les Stones, les Beatles, les Kings, les Yéyés, mais avaient parfois assez peu idée à quoi ils ressemblaient. Quelle était la longueur des cheveux, quel était le pantalon, quelle était la chemise, quelles étaient les boots. Et ça, ils le découvraient uniquement à travers les photographies qui paraissaient dans la presse de l'époque, dans la petite presse de l'époque. Ça, c'est Bonjour les amis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'une chaîne de télé à l'époque, en noir et blanc, et qu'il n'y a que 3 chaînes de radio. Voilà. Là, Johnny m'avait donné rendez-vous à 18h, rue Génère. Et surtout, avant tout, d'avoir des cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté. Mais moi, c'est le genre de photo que j'aime bien faire, quoi, parce qu'on apporte quelque chose à la photo, on peut diriger le personnage, etc. Là, le Johnny, il était juste à ma disposition, il n'y avait plus personne d'autre. Et puis, moi, avec ma lampe, j'en avais qu'une, donc j'ai pas pu casser l'ombre. Mais c'est moi qui dirigeais le regard, c'est moi qui disait stop, faut plus bouger, etc. Et puis, il y avait cette découpe comme ça, là. Il y avait des lignes et le regard un peu perdu. Ça allait très bien avec le genre du personnage. Je suis seul, désespéré. Au Palais des Sports, c'était le premier grand truc qu'avait fait Johnny. Et à la fin, les gens ne s'occupaient plus de Johnny. Ils étaient dans la salle, ils avaient poussé tous les fauteuils sur le côté, les bouteilles volaient, etc. Mais le spectacle s'était déplacé dans la salle. Rassurons-nous, dans quelques années, ces frénétiques seront notaires, épiciers et percepteurs. Il est terrible. C'était tellement spectaculaire que vous étiez obligé. Picturalement, ça avait une valeur. Je faisais quand même quelques photos de ça. Voilà, j'arrête ma vieille citron et j'ai pas de mine devant la belle maison. En fait, ça a commencé par Johnny Hallyday, qui est arrivé et qui, mais en l'espace mais même pas quelques semaines, tout à coup, ça fait un bruit, mais extraordinaire. Le voilà. Vous pouvez refuser de comprendre d'où vient son succès, mais vous ne pouvez nier qu'il possède en tout cas une propriété quasi physique. Quand il chante, les corps des spectateurs se tordent dans la salle comme sous le feu de 1000 soleils. On se reconnaissait dans cette histoire. On se reconnaissait dans cette liberté qu'on avait d'un seul coup et ce pouvoir qu'on avait commencé à prendre. On revendiquait ça comme une réaction
à l'ancienne société qui était beaucoup plus contraignante, beaucoup plus figée. J'écoute toutes les émissions de Salut les copains. Vous avez un transistor? J'ai un transistor et un électrophone, oui. Mes parents, c'est l'accordéon. Et tout d'un coup, la génération précédente s'est aperçue avec frayeur qu'il y avait un public de jeunes qui attendait d'avoir des chansons faites pour eux, des magazines pour eux, des émissions qui leur étaient destinées. Et ils ont eu un petit peu peur, je crois. Je suis libre, libre de tout faire. Je suis libre, libre comme l'air, oui. On n'a même pas l'impression de bousculer tant de choses. C'est avec le recul, on se rend compte de l'énorme transition qu'il y a eu à tout point de vue, au point de vue social, à tout point de vue, et dans le monde entier. C'est arrivé en même temps, donc c'était vraiment le changement de monde, quoi. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. C'était un reportage, je crois, qui était fait pour un magazine qui s'appelait Music Hall. Et en fait, je commençais, effectivement, je devais avoir 17, 18 ans. Et en fait, ce manteau n'était même pas le mien, c'était celui de ma meilleure amie, que je trouvais très joli, elle me l'avait prêté pour l'occasion. Les reportages, ça se faisait pas en une fois. Je les prenais là où ils étaient. Et comme les gens qui faisaient les articles au début de Bonjour les amis, ils ne voyaient jamais les artistes en live, automatiquement, moi je racontais une petite histoire, si possible. Et ils faisaient un supplément, ça s'appelait Bonjour les étoiles. Par contre, là, j'avais carte blanche, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Parce que comme ils n'avaient pas tellement d'argent, on a fini par faire les textes et à faire les articles et les photos. Ça, c'est mon idole. L'idole des jeunes. Charles le Grand. Presque grandeur nature. Ce qui m'intéressait, c'était d'approcher Aznavour. Parce que bon, du fait de mes origines, et un jour, il cherche un photographe, il faut envoyer Aznavour, il y a Johnny Hallyday, Aznavour. Moi, ça a été automatique. J'avais une telle envie que ça a persuadé tout le monde. Aznavour et puis Garvarens, son beau-frère, avaient fait une chanson qui s'appelait « Retiens la nuit ». Pour Johnny, et ils en avaient fait une autre pour Sylvie, la plus belle pour aller danser. Eux, ils cherchaient un photographe parce que ça les flattait et parce qu'ils avaient besoin de photos, et moi, je cherchais des sujets. J'avais été faire ça à Mougins, dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit Grand Charles. Ah oui, j'ai cette photo aussi. C'était sa première à l'Alhambra. Cocteau, Charles Trenet, Charles Aznavour. Mais Charles, c'était mon idole. Ça, c'est son père. Ça, c'est sa maman. Ça, c'est dans sa loge. Et qui est télégramme. C'était à l'Olympia. J'aimais bien faire ça, puisque bon... vous voyez, par exemple, là, j'étais tout seul en face de lui. C'est moi qui lui disais, faut regarder là, faut faire ci, faut faire ça. Non, comme ça va pas. Ce genre de photos, c'était plus gratifiant. Ça, c'est Ronnie Bird, Evie. Les Moody Blues, c'était sur la Côte d'Azur. J'en ai profité pour les portraiturer. J'aimais bien faire ces contre-jours parce que il faut avoir un peu de technicité pour les faire, sinon on n'y arrive pas. Nancy Holloway. Adieu, je m'en vais, ne sois pas étonné, non, bye bye. Je pense que les sœurs, c'est à moi aussi. Tu sais que je t'aime, dans la nuit je traîne, mon âme est en peine. Ça, le beau Tom Jones. Alors lui, il avait de la voix, hein. Il n'y avait pas besoin de... Il mettait le micro à 3 mètres et ça marchait. Eric Burdon,
Lui, quand il est venu à Paris, à l'Olympia, il s'est acheté un appareil photo et il me demandait à moi, qui parle pas un mot d'anglais, comment est-ce qu'on faisait marcher son appareil. Manfred Mann. Ils avaient toujours des photos avec des barrières plus ou moins rouges, blancs. Et là, j'ai trouvé la barrière et je l'ai mis à côté de la barrière. Je comprenais très bien ce qui se passait. Sur le fait d'être photographe, c'est que vous êtes témoin, donc vous voyez ce qui se passe. Moi, j'ai vu tous les envers de décor. Vous voyez la façade et vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc, j'étais plus ou moins en communion toujours avec ce genre-là. Ça ne me serait pas venu à l'esprit d'aller photographier un concert de Tino Rossi, sauf si on me payait pour, mais bon. C'était la caverne d'Ali Baba, de la culture musicale des années 60, qui pour moi, une espèce de décennie magique. Et là, on commence à déjà faire un tri sur les négatifs qu'on découvre, à faire une sélection des négatifs pour pouvoir en faire des tirages. Et je prends mon bâton de pèlerin et je commence à aller voir des gens importants en France, dans le monde de la photographie. Et j'envoie un mail à une grosse galerie à Londres. Et dans les 10 minutes qui suivent, j'ai une réponse sur mon ordinateur d'un galeriste londonien qui me dit « Écoutez, je veux absolument vous rencontrer, je veux devenir votre agent pour l'Angleterre, je veux qu'on monte des expositions ensemble, éventuellement qu'on écrive des bouquins. Je suis emballé par ce que j'ai vu et j'ai hâte de voir le reste. » Something felt good about this. I liked the way that Alex communicated in his email. So we had a dialogue and I said, yep, I'd love to see some pictures. And they blew my mind. Oh, this is great, Alex. Look at this. Oh, wow. See, I love this one. This is Roger Daltrey and The Who's tour bus in Paris in 1965. And I just love all the writing on the bus. So there's the name Clayton Squares there, a name of another band. Somebody called Marlene's written her name. Marlene loves Roger. Mods, all this graffiti all over the bus. It's fabulous. So it's amazing that they went round in this scuzzy old van. C'était pour Musicorama, donc c'était une seule émission qu'ils faisaient à Paris. Ils étaient crevés puisqu'ils avaient conduit le camion jusqu'à Paris. Mais ça devait être dans les loges de la locomotive. Et puis, ils arrivaient toujours avec cet étonnement qu'on s'intéresse à eux. Pourquoi est-ce qu'on les prenait pour passer à un gala? Et il y a toute une série dans la rue, avec des gens improbables, des gens de tous les jours. Et les Who, tiens, quand même là, parmi ce qui s'est fait de plus gros, de plus important, de plus énorme. Et là, ils sont à leur tout début, seuls, livrés à eux-mêmes, effectivement, et arrangés parfois. Parce qu'avec les Who, il arrive à avoir une petite séance d'intimité avec eux. Hein. Il réussit à les isoler, à les prendre, à les faire poser dans un Paris, évidemment, qui a aussi disparu. Ça, c'est l'autre aspect du travail de Roger, bien sûr. What do I like in the work? I think for me, it's the way that he creates really intimate photographs. So it's as if he's not really there. And he makes the subjects feel really relaxed and very, very natural. I think one of the first ones was, I think it was a Beach Boys shot. And the Beach Boys, very few photographers in the 60s actually photographed the Beach Boys for some reason. But there was a fabulous live shot of Brian Wilson to one side, singing by himself with 3 of the other band members, beautifully spotlit. And it just blew me away because it's so hard to do a really good live photograph. And this was one that just captured the essence of the Beach Boys to a T.
So that was really exciting for me. And then more and more pictures came through, and as they came through, it was crazy. Incredible Rolling Stones pictures. Oh wow, that's a really good one. That's Brian Jones, Rolling Stones Bad Boy, in, when's this, 1965 at the Olympia. Looks like he's tuning up. And this is great, because there he is looking splendid, centre stage with his haircut. But also you get these other characters in the scene, and there's this guy, you know, who's he, what's he doing? Just poking out of the curtain there. And there's another guy, looks like he's sitting at a desk, doing some work, dressed up in a suit and tie, which is crazy. And then you've just got the part of the Défense de Fumée sign at the back of Brian, which he will not have paid any attention to. Yeah, really nice photograph. Beautiful. Oh wow, yeah, this is one I like a lot. This is Keith signing an autograph. I just love everything about this. I love the hat, the fact it's perfectly horizontal, whereas his head's looking down. He's obviously signing something for one of the fans, and he's got his cigarette nonchalantly poking out of his lip, and there's the fan, who actually looks a little bit like John Lennon, but isn't, over on the left. Yeah, great one of my favorites. Bah, les Rolling Stones, la première fois qu'ils sont venus, en fait, c'était les attachés de presse des maisons de disques qui ont convoqué, parce que eux, ça les intéressait d'avoir des photographes, parce que, bon, si vous amenez quelqu'un où il n'y a personne pour les recevoir... Mais Rolling Stones, ça n'existait pas. C'était la première fois qu'on entend le nom. Ils n'avaient rien fait de particulier. On sent que Roger Kasparian est derrière son appareil photo. Il y a les Stones qui sont les 5 assis sur la banquette. Derrière, chacun va qu'à ses occupations. Il y a une dame en rouge qui discute avec un monsieur. Il y a un autre qui tire sa valise, qui est prêt à embarquer. Et je vois pas un autre photographe, il n'y a pas un fan. Enfin, voilà, c'est juste hallucinant de se dire que les Stones sont dans un endroit public et que personne ne les reconnaît, personne ne les calcule. On a l'impression de 5 branleurs qui sortent de l'aéroport. Chez un Keith Richards, on voit d'emblée que c'est un bad boy qui fait le show parce qu'il faut le faire, mais qui, à côté de ça, prend un malin plaisir à se retrouver en décalage par rapport à ce qu'on attend de lui. Enfin, tout ça est en fait capté dès les premiers instants. Ça se voit parce que y a vraiment et une fraîcheur et une innocence et le lâcher prise face à l'objectif. Pourquoi vous pensez que vous êtes sérieux? What did he say? Why do you think you're serious? We're not really. Tell him I was lying. No. Je prenais toujours un angle différent. Je n'avais pas d'autre manière de faire, parce qu'il fallait que je trouve quelque chose qui puisse intéresser les journaux, malgré les photos qu'ils avaient eux-mêmes de leurs propres employés, photographes. Et oui, il y a des confrères que je reconnais plus ou moins. Et ça, c'est vraiment la fois où ils sont venus en premier à Paris. Est-ce que vous pensez que vous avez une influence en France sur le public français? Je sais pas. Non, j'ai vu seulement Paris. Artiste, c'est pas moi. Moi, je faisais des photos parce que mon père était photographe, parce que ça me permettait de vivoter, parce que tout ça. Mais bon, il y avait le côté artistique, il est venu après. C'est les gens qui ont évolué. Et ça s'est passé au moment où la sœur de la reine d'Angleterre a épousé un photographe, Lord Snowdon, je crois. Mais c'est sans garantie du gouvernement. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me. Oh, this is great, Alex. Look at this. We've got the Beatles taken in 1964 at one of the airports in Paris. And it looks like they're in the cafeteria and John's got his fingers up. Is it a peace sign or is he actually ordering a couple of beers? Maybe it's the latter. But that's a really nice picture. Cette musique m'avait frappé. Donc, je filais derrière pour essayer de fixer les images de ces gens qui nous parlaient à nous, les jeunes.
J'ai senti que les Beatles, c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas rater. Et donc, quand ils sont venus la première fois à Paris, il y avait très peu de monde, il y avait une cinquantaine de personnes qui les attendaient. Ça devait être par là, ouais, puisque la voiture devait arriver par là. Mais elle devait faire aussi beau qu'aujourd'hui. On les attendait, on les annonçait qu'ils allaient descendre, qu'ils allaient arriver, etc. Finalement, on les a vus arriver, puis ils se sont mis à courir. Et ils pensaient que ça allait faire la même chose qu'en Allemagne, où tout le monde courait derrière. Vous voyez les filles qui se mettaient à hurler. Et nous, on est restés scotchés, on les a regardés, on se demandait pourquoi ils partaient en courant. Comme personne ne les a suivis, je sais pas, ils ont dû faire un conciliabule, ils sont revenus une deuxième fois. Et là, ils ont bien amorcé la chose, si bien qu'on s'est mis vraiment à courir derrière. Et à propos, les copains, les Beatles sont à Paris, vous savez? J'ai fait le plus de photos que je pouvais. Ça me permettait à moi d'avoir un stock que je pouvais diffuser après. Parce qu'à l'époque, les journaux ne s'étaient pas tellement rendu compte de l'importance que ça allait avoir. J'ai regardé ça un peu de haut en disant c'est un phénomène passager. Mais bon, moi non plus, je ne m'étais pas rendu compte que mondialement ça allait durer, mais je me suis dit ça va quand même être important. Il lançait de la mode, il lançait des vêtements, il lançait ça a été un mouvement qui a pris les jeunes jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte, les Beatles ont 70 ans, je n'en reviens pas. Roger, il a cette série que j'aime beaucoup, qui se passe à l'hôtel Georges V. En fait, c'est une série en couleur, ce qui n'est pas fréquent. C'est une belle série où les Beatles sont très libres. Ils fument des cigarettes, ils sont complices, ils s'aiment en fait, hein, c'est le début. Il n'y a pas encore de droit astronomique, il n'y a pas tout ce qui va faire en fait le drame et des Beatles et indirectement du show business. Il y a de la liberté, là, ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont à Paris. Ça, ces photos-là ont une valeur exceptionnelle aujourd'hui, en tout cas, puisqu'en fait, elles racontent avec d'autres images une histoire qu'on connaît, mais où il manquait cruellement le pan Casparian. Je suis arrivé avec mon appareil photo, mais tout le personnel du Georges V était au courant, donc il disait oui, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Personne ne m'a demandé rien. Il ne vous disait pas qu'est-ce que vous voulez faire, ni quoi que ce soit. Là, on était sur une terrasse qui faisait à peu près 10 mètres carrés. On était une bonne centaine là-dessus. J'ai dû attendre assez longtemps pour réussir à faire un gros plan de chacun des Beatles. En plus, moi, je faisais des photos pour les journaux, donc pour l'instantanéité. En plus, je faisais des photos pour les couvertures de disques. Et donc, c'était une photo plus composée. Et ça se passait quand même dans cette espèce de brouhaha de l'arrivée, du départ, des sollicitations. Il y avait un micro qui se tendait, il y avait quelqu'un qui demandait, posait des questions, etc. Et moi, je devais faire des gros plans pour des couvertures de disques. Donc, il fallait que je les isole avec tout plein de monde autour. Et donc, j'étais obligé d'attendre jusqu'à la fin pour qu'il y ait beaucoup moins de monde et que je puisse isoler 4 personnages. Vous voyez, c'est quand même... Ça, il fallait le faire. C'est le plus de vide que j'ai pu obtenir ce jour-là. Mais bon... En fait, je passais ma vie dans les aéroports, en gros. Je prenais à l'arrivée, au départ. Je m'aperçois maintenant que j'allais souvent dans les aéroports. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Ce sont les Kings. Les Kings, voyez-vous ça. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
moi, j'aimais bien courir après. Ça me détendait. En plus, il fallait se dépêcher, il fallait développer, amener les photos, téléphoner pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui en veut, dans les rédactions. Après, il lui disait oui, non, il fallait y aller avec les tirages, voir s'il disait oui. On n'avait pas trop le temps de se distraire à demander des autographes. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all night long. Je récupérais de la pellicule 35 mm des chutes de télévision que je remettais dans les cartouches parce que, le débouché que j'obtenais avec mes images à l'époque, c'était pas suffisant pour me donner un train de vie qui m'aurait permis d'évoluer mieux. Ça, c'était lors du tournage d'un clip qui était Twist and Shout, c'était Twist et Chante. C'était un tube à l'époque et c'était Claude Lelouch qui était en train de tourner le clip de cette chanson-là. Par contre, je touchais pas à ce qui était cinéma parce que c'était déjà bouché. Il fallait avoir les connexions avec les impresarios, il fallait être connu dès le départ. Alors que là, ils débutaient, ils commençaient, et donc moi, je commençais en même temps qu'eux. Donc j'évoluais aussi. Mais à l'époque, j'étais tellement timide que je restais dans un coin en me disant pourvu qu'on ne me voit pas. D'ailleurs, je suis passé inaperçu dans tous ces trucs. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Pleased to meet you. Hope you get my name. Kasparian, il a plusieurs styles. Par exemple, Roger, il photographie pas tout à fait les filles et les garçons de la même manière. Il n'est pas exactement le même quand il est en studio que quand il est dans la rue. Il est très très fort, effectivement, dans la rue. Sans doute par l'urgence, peut-être dira-t-il le contraire, mais 40 ans plus tard, au-delà des groupes qui sont photographiés, c'est surtout un Paris disparu qui est photographié. Il y a un très bon metteur en scène, c'est le hasard. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose. De toute façon, dans la rue, il se passera toujours quelque chose. Et donc, à vous d'essayer de vous en apercevoir et puis d'essayer de vous en servir bien humblement. Mais il est clair que lui profite de ça, profite d'un Paris qui est encore humain, on va dire, avec très peu de voitures. Par exemple, les Beach Boys qui sortent du métro, place de la Concorde, sortis des cinémas. Il y a une photo des Spotnik, ce groupe improbable, devant, je crois, le Masque de Fer avec Jean Marais. Et il y a une terrasse de café où tout le monde est comme ça à se demander, effectivement, mais qui sont ces proto-Daft Punk qui sont photographiés. Enfin, voilà. La place Charles de Gaulle, elle s'appelait Place de l'Étoile. Ça doit être en l'honneur des Spoutnik. À l'époque, j'étais un peu gonflé parce que j'avais réussi à les planter au milieu des Champs-Élysées, sans arrêter la circulation. Il y avait un agent ou deux, ils ont cru que c'était quelque chose d'officiel et donc ils ont aussi coopéré. Puis les gens, ils se demandaient qu'est-ce que c'était que ces gens descendus de la Lune ou de Mars ou d'ailleurs. Et donc, ça fait une séance de photos marrante. Plein milieu des Champs-Élysées, c'est Spoutnik. Il y a tout ce décor, en fait, volontaire, involontaire, peu importe, qui nous revient d'un coup encore. C'est-à-dire que c'est 40 ans, 50 ans d'un Paris totalement oublié, d'un Paris qui ne communique pas de la même manière. Roger, par exemple, il y a quelque chose de très significatif en 2014, surtout pour l'homme de presse que je suis, c'est qu'il se sert beaucoup des kiosques à journaux. Effectivement, j'ai une petite fixette pour les kiosques. C'est photogénique et en plus, ça les occupait à regarder les revues. Et moi, pendant ce temps-là, je me permettais de tourner autour et de faire quelques prises de vue.
Où est Gainsbourg? Monsieur Gainsbourg, parce qu'à l'époque, j'aurais jamais osé appeler Gainsbourg Serge. Je me rappelle du kiosquier emmitouflé dans, dans un foulard. Il faisait pas chaud. Bon, je vais refaire une photo sans Gainsbourg. Mon type de reportage, c'était une journée avec. Donc, en gros, j'essayais de faire toutes les occupations qu'il pouvait avoir dans la journée. Jusqu'à 9, c'est ok, tu es in. Après quoi, tu es KO, tu es out. Je me disais, qu'est-ce qui peut intéresser donc, les gens qui regardent ça, les jeunes qui ont le même âge, comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, de la manière dont ils évoluent, etc. La guitare, le piano, non, vous aviez de quoi raconter quelque chose sur Gainsbourg. Il avait déjà construit son univers. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. Son appartement était complètement noir, C'est extrême. il avait un style, il avait une personnalité, il avait... C'était pas de l'improvisation, il avait son personnage et naturellement il était photogénique justement à cause de ça. Allô, Serge? Oui, alors cette chanson? Mais si, mon vieux, on enregistre demain, presse-toi. Je compte sur toi. Fais un effort pour une fois. En fait, le téléphone, c'est quelqu'un qui l'a appelé. Et donc moi, j'en ai profité pour faire des prises de vue au téléphone. C'était un monsieur, moi je me sentais un peu petit à côté. Lui, c'était un professionnel, il avait déjà du métier derrière lui, c'était pas comme les artistes naissants, quoi. Tu aimes la nitroglycérine? C'est Opus Palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine. Là, il était un peu dans le creux de vague parce que la chanson Rive Gauche, c'était plus à la mode. Et puis il y avait cette poussée formidable des jeunes, des yéyés. Et donc il se posait la question, qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ce domaine? Eh bien, il a très bien réussi. Il m'a dit, Coco, ils veulent de la soupe, je vais leur en faire. Il m'a dit aussi un truc, alors là, j'avais absolument pas compris, je vais faire des chansons érotiques. Et je me disais, bon, l'érotisme, c'est plutôt visuel, comment il va faire pour ça? Et ça m'avait frappé, cette chose qu'il m'a dit. L'homme à la tête de chou. Oui, à sing, je finirai. J'ai un coupe à grand arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. Il fait presque aussi froid. Je l'avais pris de profil comme ça. Et on voyait la rue en enfilade, là. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les... Ce qui caractérise aussi le travail de Roger, c'est que c'était pas un paparazzi. Il n'était pas là pour aller voler de l'image. Il était vraiment là pour rencontrer les gens, passer un petit moment avec eux, essayer de voilà, sonder le fond de leur personnalité. Avec les filles, on va dire qu'il est très bienveillant. Il prend son temps. Je sais pas, moi j'essaye d'en faire des anges. Mon Dieu qu'ils sont doux. Si vous voulez photographier une femme, là, c'est mieux de la confiner dans un endroit où vous pouvez faire le tour, etc. Et puis essayer d'en tirer quelque chose dans la mesure où elle veut bien vous donner quelque chose. Même si l'époque est en train de changer, est en train de se lâcher, il reste des vieux souvenirs quand même, il reste des habitudes. On respecte les gens quand on les photographie, c'est-à-dire qu'on ne va absolument jamais attendre la faille.
ce qui pourrait être maintenant le cas. Pas du tout. Au contraire, on attend que la personne soit disponible, soit prête à être sous son meilleur aspect. Je pense à une séance de Marianne Faithfull, par exemple, au petit matin, où il semble faire un peu froid. Et Roger l'enveloppe de sa bienveillant travail pour la réchauffer. Je l'avais monté à cheval là, tout ça avec les mains, parce que je parlais pas anglais. Et comme elle parlait pas français beaucoup non plus, on arrivait à se comprendre avec des gestes. En plus, elle était photogénique, une blonde, les cheveux longs. Après, on a été à Avenue Montaigne. Et donc, je marchais très vite en essayant de repérer un endroit où je pourrais m'arrêter et commencer à faire des photos. Alors, je disais, ah ben, vous vous mettez là, vous faites ci, vous faites ça. Mais en fait, c'était tout de l'improvisation. Il photographie très bien Sylvie Vartan, il photographie très bien Françoise Hardy, sublimement même. Il prend son temps avec les filles. Ben, il manque les chaises, sinon le reste n'a pas trop changé. Rien n'a changé vraiment. Ça me rappelle quand je disais à Françoise Hardy qu'elle démarre pour que je fasse la photo quand elle marche. Les sièges étaient marrons, ils sont devenus verts. À l'époque, on ne pouvait pas marcher sur les pelouses. Je pense que Roger avait de meilleurs rapports avec elle, parce qu'on la voit faire des grimaces. Elle est un peu plus en liberté, elle. La complicité est différente. Ah zut, je me suis trompée. Cette photo de Françoise, c'est à l'époque où j'ai commencé, moi, à vivre avec elle. Et bien, la photo de Roger ressemble très exactement à la jeune fille qu'elle était. Il y a même les maladresses dans la robe. Et tout. Moi, je leur ai changé de robe. J'aurais dit, ah non, mais pas ça. Bon. Lui, non. Lui, il est bien obligé de la faire, la photo. Et c'est vraiment bien pour ça, voilà. Alors que j'en ai des milliers, moi, de l'époque. J'étais pas capable de montrer la réalité, quoi. Et lui, elle est là, la réalité. Et moi, elle me touche beaucoup, d'ailleurs, cette photo. Vraiment. Elle marche dans la rue, il y a des pigeons, là. C'est merveilleux, je trouve. À 500e à 8, ça doit marcher. On va prendre le jeune homme parce qu'il est en train de se geler. Et même si tu m'aimes autant qu'avant, peut-être que j'ai tort, sans doute as-tu raison. Mais pour moi tout est remis en question. Elle m'a pas vu. Et même si pour toi rien n'a vraiment changé, non, rien n'a vraiment. Et même si pour toi rien n'a changé vraiment. Hardy tron dit du triathlon, hardy du tron. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Et Dutronc, il m'a toujours mis mal à l'aise. À chaque fois que j'ai voulu le photographier, on avait toujours l'impression qu'il se foutait de vous, qu'il vous mettait... J'étais toujours mal à l'aise. Je lui donne rendez-vous, etc. J'arrive, il était dans sa baignoire. Alors je me dis, bon, je vais attendre qu'il se rhabille pour faire des photos. Il me regarde et il me dit, mais non, prends-moi comme ça. Alors je me dis, il se fout de moi. Très bien. Des contrats jusqu'en 1970. Vous êtes fêlés, vous. Ça va, mort, cigarette, et puis qu'est-ce que c'est que tout ça, là? C'est pas des photographes. Mais qu'est-ce que c'est? Dehors! Dehors! Allez, foutez-moi le camp! Dehors! Mais non, c'était son personnage, c'était sa manière d'être, quoi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mat de tête, mon boîte au foie, j'y pense puis j'oublie. Il y a un moment, si vous voyez que vous faites des bonnes photos, il y a tout qui marche. La lumière, le machin, il n'y a personne qui va passer devant, il n'y a rien qui va se passer. L'échange, il va se faire, et puis un coup, ça se casse. Ça ne marche plus. Vous êtes obligé de ramer de nouveau, dire tiens, vous mettez là, et puis non, j'aurais pas dû lui dire ça, etc. Et
Il n'y a plus cette espèce de magie, je ne sais pas comment ça se fait. À côté de ça, le grand talent de Roger Casparian, c'est quand même le portrait. Je me souviens très bien de cette photo, avec un petit renard dans les bras, un blouson en cuir, des petites bottines noires. Je suis sur les escaliers du Moulin de la Galette. Moulin de la Galette. Seul dans ma chambre. Bah, le coin a légèrement changé, ouais, sinon ça devait être là-bas au fond. Parce qu'il y avait de la place, on pouvait circuler, avancer. Là, j'ai jamais vu ce truc-là. Et la porte en bois, marron, on la voit pas. Voilà, c'est une photo mythique qui a marqué ma carrière et qui a lancé un nouveau courant musical en France qu'on appelait le folksong. Ils étonnent et scandalisent le bourgeois par leur tenue anticonformiste. Ce sont les beatniks. Qui sont-ils? Clochards ou philosophes? Révoltés ou excentriques? Filles ou garçons? Il y avait un certain dégradé de brun. Il y avait le portail qui servait de fond, qui était assez foncé, son blouson de daim et le renard qui faisait une espèce d'harmonie. J'ai absolument rien choisi, je suis naturel, je suis habillé comme ça à la vie comme à la scène, ce qui était quand même quelque chose de très nouveau dans le show business français. Je me suis fait souvent réprimander par Bruno Cocatrix qui me disait va mettre ton costume de scène. Aznavour aussi m'a dit un jour il faut que tu rentres en scène, va t'habiller. Je leur ai dit mais je suis prêt. Hugo Frey, non pas avec son fennec, mais avec son renard. Il venait d'aménager dans un appartement tout neuf. Ce qui m'avait frappé, c'était les murs blancs, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas tellement. On mettait surtout du papier peint. Comment priver ceux qui ont connu l'époque d'un tel trésor? C'était impossible. Et Roger arrive maintenant avec ce témoignage des débuts de l'époque bénie qui rappelle forcément à cette génération-là que des bons moments, parce qu'effectivement, l'époque avait l'air d'être une très belle époque. Gamins entre eux. Roger est un gamin à l'époque. Hein. Et je pense que c'est ce qui va faire toute la différence ensuite. C'est-à-dire que les managers de l'époque ont l'âge des groupes qui défendent et les photographes aussi. C'est-à-dire que la jeunesse est en train de prendre le pouvoir et ce ne sera plus le cas après. C'est maintenant qu'il y a de la promo, je trouve. C'est vraiment au vrai sens du terme, quoi, de la promo. Aujourd'hui, il faut des laisser passer. Il y a des connards en Armani qui parlent à leur montre. Enfin bon, c'est devenu autre chose, quoi. On va arrêter de rêver très vite, concernant l'industrie en tout cas. C'est l'autre aspect aussi très intéressant du travail de Roger. C'est cette fin de la liberté, en gros. C'est-à-dire que l'industrie va édicter ses règles. Et je pense que les artisans, les poètes, les gens gentils vont être très très vite mis sur la touche par l'industrie. Puis j'en avais marre aussi, moi. À la limite, après, il n'y avait plus rien de nouveau. On tournait en rond autour des mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et puis, il fallait devenir sérieux, père de famille, etc. Comme c'était beaucoup plus compliqué à la fin des années 60 de continuer à travailler dans le show business, entre guillemets,
il est reparti vers son premier métier, qui était celui de photographe de quartier. Je faisais la même chose qu'avec une vedette ou avec autre chose, quoi. Grosse partie de photos, c'était les communiantes. Ça, c'est autre chose. Comme il y a l'hôpital à côté, on faisait des photos de chirurgie esthétique. Avant, après. Moi, je photographiais des morceaux d'époque. Et puis, à partir de là, c'est devenu une époque. Et il se trouve que j'étais dans le coup, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Regardez ici ma main. Très bien. N'essayez pas de fermer les yeux. C'est bon. J'en fais une autre. Vous ne regardez pas dans l'appareil, vous regardez plus haut. Parce que les autres ailleurs. Voilà, très bien. Bon, la chanteuse, faut qu'elle se décale d'un. Voilà, très bien. Attention. Just because we get around. Things ain't too awful. Et tout le monde regarde là-dedans. Attention.